Bien, bonjour. On voit le nombre de participants qui augmente et donc on va pouvoir commencer le temps que les retardataires nous rejoignent. On va tout de suite passer la parole au président de la Fondation, Dominique Felten. C'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième webinaire de la FFRE, un webinaire qui a toujours autant de succès et nous nous en réjouissons. Sans nul doute, le nombre de participants va encore augmenter là, dans les minutes qui viennent. Le succès de ce webinaire se confirme à chaque épisode et nous conduit en fait à envisager sa prolongation dans le temps. Nous l'avions évoqué pour l'année des 30 ans de la Fondation. Et en fait, vu son succès, je pense qu'on va continuer encore au moins l'année suivante, en 2022 et peut-être ultérieurement. Le sujet du webinaire de ce jour est le parcours de soins. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui est technique. Et je remercie d'avance les intervenants pour leurs efforts de simplification, de brièveté, de concision pour rendre ce sujet accessible à tous, ce qui n'est pas si simple que ça. Mais pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça concerne bien tous les patients et c'est un sujet souvent au quotidien. Merci donc à nos intervenants, tout particulièrement à Justine Lepelletier, qui est une patiente et une bénévole très active à la Fondation. Merci au professeur Philippe de Rambure, qui travaille à Lille, qui est un de nos experts du domaine et qui va avoir la lourde tâche d'expliquer le parcours de soins. Merci et bon courage, Philippe. Merci également à Clémence Ducourtil qui travaille à la TEP, qui est une infirmière et qui va faire part de son expérience dans le domaine. Avant de céder la parole à Emmanuel Rouberti qui va vous présenter le sujet, il me reste à remercier nos partenaires qui nous aident dans la préparation et qui sont le support pour ces webinaires, et tout particulièrement le laboratoire Livanova. Emmanuel, je vous cède la parole et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup, Dominique Felten. Donc, on voit que les participants continuent à arriver. Avant de dire deux mots de notre sujet, je vous rappelle ou je vous précise, pour ceux qui n'ont pas participé au précédent webinaire, le principe des techniques. Donc, tous les micros et caméras sont vos micros et caméras sont automatiquement coupés. Vous avez la possibilité de nous poser des questions, non pas sur la partie discutée. Je vois pas mal de gens qui nous écrivent sur la partie discutée, mais plutôt sur la partie questions et réponses. On prendra la majeure part, le maximum de questions possibles, on les prendra au moment des temps de questions. On aura un temps de questions après la présentation de Philippe de Rambure et un autre à la fin, après la présentation de Clémence de Courtil. À chaque fois qu'on le peut, quand on voit que les questions sont plus personnalisées aussi, on vous répond directement et en tout état de cause, on répond aussi parfois après le webinaire. En tout cas, on essaie de ne laisser aucune question sans réponse. Voilà sur ce fonctionnement. Et puis, je vous précise aussi que ce webinaire est diffusé en direct sur Facebook et qu'il est enregistré et qu'il sera disponible par la suite sur le site de la Fondation et sur notre chaîne YouTube. Et on enverra aussi à l'ensemble de notre base et à toutes les personnes qui sont intéressées le lien vers le replay. Alors, sur pourquoi ce troisième webinaire sur le sujet du parcours de soins, d'une part parce que la HAS, la Haute Autorité de Santé, a publié des recommandations en fin 2020 et Philippe de Rambure et Clémence de Courtil vont vous en parler en détail. Mais aussi, et c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur parce que statutairement, la Fondation a toujours eu un rôle dans les actions vis-à-vis des pouvoirs publics. Ça fait partie de nos missions statutaires. Et donc, on a toujours eu à cœur de travailler aussi, en plus de nos actions de financement, la recherche, de la recherche et de soutien aux patients et de communication sur la maladie, sur une meilleure prise en compte et une meilleure prise en charge de l'épilepsie dans tous ses aspects. Et je rappelle qu'on parle ici de la deuxième maladie neurologique avec 650 000 patients, la deuxième maladie neurologique après la maladie d'Alzheimer. Donc, la Fondation et les autres acteurs de l'épilepsie ont toujours essayé de faire que la prise en charge
et notamment le sujet du parcours de soins avance. Notamment, on avait eu de nombreux rendez-vous en 2011. Et puis, en octobre 2015, il y a eu un certain nombre il y a eu des concours de circonstances et des échanges qui ont fait que nous avons organisé une conférence de presse commune. Alors, avec la SFN, la Société française de neurologie, la SFNP, la Société française de neuropédiatrie, tous les acteurs de l'épilepsie, donc la Ligue française pour l'épilepsie qui regroupe les neurologues et épileptologues, les associations de patients, Épilepsie France, EFAP, le CNDE, et nous-mêmes, la Fondation. Donc, on a organisé une conférence d'alerte sur la prise en charge de l'épilepsie et on a mis en place une task force épilepsie coordonnée par la FFRE pour agir de façon déjà de façon groupée et de façon plus efficace pour améliorer de manière générale la prise en charge de l'épilepsie. Donc, on avait rédigé on avait tous participé à la rédaction d'une synthèse des besoins. Donc, vous allez avoir de fait des extraits dans la présentation de Philippe de Rambure, donc des besoins notamment sur le parcours de soins. Nous avons eu de nombreux rendez-vous à l'Élysée à l'époque, des groupes de travail à la DGS, la Direction générale de la santé, à la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et nous avons obtenu la création de 2 groupes de travail à la CNAM, un sur le l'EEG, l'électroencéphalogramme, donc ce qui avait permis, on a eu l'occasion de le dire lors de nos colloques, notamment la création de 2 nouveaux actes EEG, et puis la création d'un groupe de travail sur le parcours de soins qui a été suivi par des recommandations faites par la CNAM. Ça a été suivi par différents autres groupes de travail à la DGS qui finalement ont saisi la Haute Autorité de Santé, la HAS. On a toujours tendance à trop parler en abréviation, donc je reprécise à chaque fois. Et ça a conduit aux recommandations de la HAS qui sont l'objet de ce webinaire. Alors, pourquoi des recommandations sur le parcours de soins? Avant de passer la parole à nos experts, on trouvait important en plus des témoignages dont j'imagine bien que vous commencez déjà à les mettre sur les questions-réponses, on trouvait important, comme à chaque fois, de donner la parole à un grand témoin, en l'occurrence Justine Lepelletier, donc, qui est une patiente qui est aussi bénévole, et donc qui va nous expliquer un petit peu quel a été, elle, enfin, comment elle a vécu le parcours de soins depuis son diagnostic d'épilepsie. Et ça permettra de montrer, s'il en était besoin, à quel point ce sujet est important. Donc, Justine, merci beaucoup d'être parmi nous, de nouveau. Donc, tu as ton bonjour Emmanuel, oui. Oui, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup de témoigner une fois de plus avec nous. De rien. Donc, Justine, en quelques mots, d'abord, à quel moment a été posé ton diagnostic d'épilepsie? Est-ce que ça a été compliqué que le diagnostic soit posé? Est-ce qu'il a fallu plusieurs rendez-vous médicaux? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, brièvement, parce qu'on est tous contraints par le temps, mais voilà, alors, ça a été posé en 2017, la première crise a eu lieu. J'ai vu d'abord un pédiatre parce que j'étais mineure, ensuite 3 neurologues. Et donc, le dernier que j'ai vu, c'est là que le diagnostic a vraiment été posé. Et de là, j'ai pu avoir un bon neurologue vraiment parce qu'il faut savoir qu'il faut vraiment faire beaucoup de chemin pour trouver un bon médecin. Et de là, j'ai eu vraiment une bonne aide et j'ai pu avoir un suivi très bien. Alors, c'était ma question d'après. Est-ce qu'au moment où le diagnostic a été posé, est-ce que tu as été accompagnée plus globalement? Est-ce que oui. C'est un sujet qui sera abordé après? Est-ce qu'on t'a parlé de toutes les implications de cette épilepsie? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? L'implication, c'était de trouver d'abord le bon traitement. Et de le trouver, ça, c'était difficile parce que j'ai une épilepsie donc pharmacorésistante. Et on a eu beau essayer plusieurs traitements, ça ne marchait pas. Donc ça, c'était difficile pour moi d'accepter parce que je ne comprenais pas pourquoi je prenais plein de traitements et ça ne marchait pas. Donc ça, c'était dur. Ok. Et est-ce que l'explication t'a été donnée aussi sur ta maladie elle-même et sur les autres implications, à savoir on a eu l'occasion de parler ensemble sur les autres implications dans ta vie quotidienne, en fait, et je sais qu'il y en a eu beaucoup. Est-ce que c'est des sujets qui ont été abordés? Non, pas forcément. Justement ça, cet accompagnement-là, je trouve qu'on ne l'a pas beaucoup. On est suivi, on nous dit à chaque fois les mêmes choses.
On nous donne des traitements et c'est rentré chez vous et voilà. On n'a pas plus d'explications, malheureusement. Je pense que Philippe et Clémence auront des réponses à t'apporter par rapport à ça. Et donc, au global, en fait, depuis que ce diagnostic a été posé, combien de services, d'infirmières, de médecins est-ce que tu as rencontré? Est-ce que c'est toujours fluide? Puisqu'on est sur le sujet du parcours de soins. Est-ce que tu as eu la sensation que ce parcours de soins a été fluide ou pas? Alors, question que je ne t'avais pas posée quand on a discuté, mais que je te pose quand même. Comment est-ce que tu aurais aimé que les choses se passent, en fait? Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré pour toi? Être amélioré, c'est le fait que les gens de notre entourage, je parle des médecins surtout, aux urgences, parce que j'ai le service le plus consulté a été celui des urgences, et ils ne comprennent pas qu'une personne épileptique qui arrive et qui n'a pas de symptômes graves sur soi peut rentrer chez soi. Là-bas, au service des urgences, on prend une place et ça, en fait, ça ne sert strictement à rien. Et ça, en fait, c'est pas vraiment reconnu aux urgences. Là, au niveau des urgences, on est mal encadré. C'est stupide. On prend une place et ça ne sert à rien. Et je trouve qu'on est mal encadré au niveau des urgences. Ok, merci Justine. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ton parcours de soins à toi avant qu'on passe la parole à nos experts? Alors moi, je trouve que j'ai été bien suivie au niveau de mon troisième rendez-vous, mon troisième neurologue. Et c'est là que j'ai été bien... Faut pas hésiter, faut y aller, faut bien insister. Il faut être bien accompagné pour enfin trouver quelque chose qui va nous sortir de là. Il ne faut pas hésiter à donner de soi-même pour trouver quelque chose qui va quand même améliorer la chose, trouver un bon traitement. D'accord. Merci beaucoup, Justine, pour ce témoignage. C'est ce qui ne t'empêche pas de poser des questions à la fin aussi. Du coup, bon, vous voyez avec ce témoignage que le sujet du parcours de soins, un, est important et s'il était besoin de le montrer, et deux, qu'il est largement améliorable. Donc, on passe la parole à nos experts. Alors, justement, Philippe de Rambure, quel objectif on se donne quand on travaille sur le parcours de soins? Philippe? Alors, j'ai perdu Philippe de Rambure, mais nous allons le retrouver, j'imagine. Clémence, je vais peut-être vous demander si vous pouvez prendre le relais, tant que je vais essayer de joindre Philippe par ailleurs. Nous sommes en direct, hein, donc voilà, c'est les... Bonjour, mais peut-être qu'il nous entend là à nouveau, non? Je ne sais pas, je ne l'ai pas du tout, moi, donc je pense qu'il y a eu un... Alors moi, je le vois, mais c'est juste son micro qui est éteint, Philippe. Mais je veux bien... Bon, j'essaie de l'appeler. Je vais couper moi ma caméra. Je vous laisse dérouler le début. Je pense sur Ah, ça y est, il avait réussi. Philippe, c'était ça. Philippe, tu nous entends? C'était le micro en bas à gauche. Voilà, ça y est. Philippe? Non, il y a un problème de réseau, non? Vous voulez que je peux peut-être rebondir par rapport à ce qu'a dit Madame Lepelletier? Oui, je vous entends, mais je ne sais pas si vous m'entendez, par exemple. Parce que vous oui, on t'entend. On t'entend. On t'entend, mais on sent que le réseau est très mauvais, Philippe. Oui, c'est pour ça que je vais essayer de me connecter sur un autre réseau. Je suis désolé. D'accord. Tu enchaînes là où tu veux? veux. Là, c'est très saccadé. Je ne sais pas quoi c'est. Philippe, du coup, c'est le réseau de l'hôpital, donc je ne sais pas. Je vous rejoins dans 1 minute. Là, je me connecte sur... Ça marche. Et effectivement, Clémence, à ce moment-là, si vous voulez répondre à Justine, le temps que Philippe nous rejoigne. Alors, je n'ai pas de réponse. Pardon, je me présente, excusez-moi, Clémence Ducourtil. Du coup, comme l'a dit Monsieur Felten, je suis une infirmière
qu'on appelle spécialisée en épilepsie parce que j'ai une formation dans ce sens-là et que je pratique dans des services d'épilepsie depuis de nombreuses années. Et du coup, voilà, la notion de parcours de soins m'est familière, pas connue sur le bout des doigts bien sûr, mais familière. Et je voulais juste rebondir effectivement sur le témoignage de Madame Lepelletier sur cette compréhension, enfin en tout cas cet accès à l'information des fois qui semble tomber sous le sens quand on est hors situation, de dire pourquoi un traitement est pris et pourquoi il est inefficace, pourquoi on continue. Hors contexte, ça paraît évident. Et finalement, quand on vit la situation comme vous l'avez vécu, Madame Lepelletier, c'est quelque chose que j'entends et que mes collègues aussi entendent très souvent. Je suis d'accord avec vous, c'est malheureux, il n'y a pas de solution miracle parce que l'humain étant de partout, c'est compliqué. Mais voilà, je voulais rebondir sur le fait que votre discours, je l'entends de nombreuses personnes. Et dans mon action infirmière, effectivement, comme vous le verrez plus tard, j'essaie souvent de redonner du sens à ces choses-là. C'est-à-dire dire, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un essai thérapeutique? Qu'est-ce que c'est qu'une pharmacorésistance? Et pourquoi le médecin fait comme ci, comme ça? Et du coup, c'est vrai que souvent les gens me disent « Ah, mais on ne me l'a juste pas dit, en fait. » C'est ça. Voilà. Et du coup, moi, je vais aborder les choses vraiment sur le côté pratique. Et je suis tout à fait d'accord, effectivement, avec votre vision des choses, comme le recours aux urgences. Le recours aux urgences... Ça prend... Ouais, je vous laisse rebondir, excusez-moi. Non, mais c'est tout à fait... Et je pense qu'il y a 9 ans, votre métier, je ne sais pas si ça existait. Alors, le côté spécialisé, on peut dire qu'il y a une officialisation, si vous voulez, plus les nouveaux métiers dont vous avez certainement entendu parler aussi, qui éclot effectivement ces derniers temps. Mais cette spécialisation a été officialisée effectivement par ce certificat. Après, des infirmières expertes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait de la bouteille, si je puis dire. Il y en a toujours eu, mais la conscience, comme vous dites, à un moment donné, en fait, je n'ai juste pas expliqué à la personne pourquoi on faisait ça. Ça, je pense que c'est des nouvelles, quand même, nouveaux positionnements. C'est des choses qui, effectivement, n'existaient pas peut-être il y a 30 ou 20 ans. D'expliquer juste les choses, simplement. Oui, ça, c'est sûr et certain. Il n'y a que 3 ans que je me suis dit, enfin, il y a quelque chose qui marche, un cachet qui marche. Sinon, après, on se dit, mais pourquoi on prend un cachet qui fait tel effet secondaire Ça, c'est dur pour n'importe quel patient. Alors, du coup, je rebondis sur les questions qui nous sont déjà posées, puisque Philippe n'est toujours pas revenu, mais on espère qu'il va revenir. Dans les questions qui nous sont posées, Clémence, justement, on nous demande si dans le parcours de soins, et notamment dans les recommandations de l'HAS, il est bien prévu une consultation et un suivi avec un psychologue par rapport à toutes les conséquences de la maladie. Je pense que oui, et que justement, il y a des gradations, me semble-t-il. Bon, on anticipe un peu sur la suite, mais voilà, il faut qu'on avance. Donc, Alors, c'est vrai que sur ce côté expert recommandations, moi, je les ai effectivement parcourus, je les ai lus, et j'avoue que étant dans une unité très spécialisée, le recours, effectivement, en fait, votre question, c'est finalement quand est-ce qu'un psychologue doit être sollicité? c'est surtout, est-ce que c'est prévu? Est-ce que dans ces recommandations de parcours de soins, c'est justement maintenant prévu ou est-ce qu'on est pour l'instant uniquement sur le... Moi, j'ai une partie des réponses, mais est-ce qu'on est pour l'instant uniquement sur justement le diagnostic centre 1, centre 2, centre 3? Mais je pense de mémoire, dans un certain nombre de centres, le suivi psychologue est justement prévu. Donc, c'était alerter un peu sur ce sujet. Alors moi, dans les recommandations que j'ai parcourues, c'est pas nommé aussi clairement que ça, l'appel systématique à un psychologue dans le cadre. Alors après, il y a les moments spécifiques aussi d'annonce diagnostic, effectivement, qui peuvent tout à fait inclure la prise en charge psychologique, bien sûr. Après, est-ce qu'elle est automatique ou pas? Ça, je vous avoue que je serais... alors, limité pour vous répondre, je pourrais plus vous dire qu'effectivement, l'idéal est bien sûr ici. Après, il y a le rôle d'éducation thérapeutique, aussi de la posture du soignant en général, qui sont une des aspects aussi de la prise en charge et de la proposition de soins qu'on peut faire à l'annonce diagnostique, par exemple. Ok, merci beaucoup.
Je tente désespérément de joindre Philippe. Justine, est-ce que tu avais d'autres précisions à donner, d'autres questions à poser à Madame Ducourtil, Alors, en attendant qu'on puisse lancer vraiment? j'en reviens au suivi du psychologue. Moi, j'ai été suivie directement par un psy et je pense que c'est essentiel d'être suivi par un psychologue. Ça aide et ça aide à accepter quand même un peu sa maladie. Il faut insister, je pense, par le neurologue d'être suivi. Il y a une question pour toi, Justine. On demande justement quels sont tes types de crises, parce que justement les personnes entendent ton témoignage et voudraient avoir plus de précisions sur toi. Alors, mes crises, ça a été pendant 6 ans, c'était que des crises tonico-cloniques, avec des nombreuses absences aussi. Et après, on m'a rajouté un traitement qui a bien marché. Ça a stoppé la majeure partie de mes crises tonico-cloniques. J'en fais rarement maintenant, mais j'ai encore de nombreuses absences. D'accord, merci, merci beaucoup. Alors, là où je voulais aussi rebondir par rapport à ça et finalement au recours aux urgences, on verra finalement que c'est à chaque fois très personne dépendant, c'est-à-dire que vous dites très bien, Mademoiselle Lepelletier, que un recours psychologue était évident pour vous et certaines fois d'autres personnes n'ont pas envie, peut-être. Alors, il y a la question de le proposer, il y a la question de le vouloir, il y a la question d'être en capacité de pouvoir l'entendre, de pouvoir se déplacer. Enfin, ça prend en compte énormément de sphères personnelles ou de techniques, des fois, d'organisation, etc. Et effectivement, l'accès aux soins, donc le parcours de soins, l'accès aux soins, la proposition de soins et la possibilité d'y accéder pour nous personnellement, c'est encore 4 autres dimensions qui sont complexes pour la santé en général et tout un chacun. Je suis d'accord. C'est ça. Et c'est comme le recours aux urgences. Je voyais justement un mot dessus. Certaines personnes ont besoin d'aller aux urgences aussi. Et si moi, elle revenait, elle me disait, vous vous rendez compte, on ne m'a pas gardé, on ne m'a pas fait d'examen et ça n'a servi à rien, mais je voulais y rester. Donc, on peut avoir aussi le discours inverse du vôtre. C'est sûr. Quel est le besoin de fond du patient, de la personne à ce moment-là? C'est là toute la complexité du soin et du parcours de soin. Du coup, quel était le besoin initial recherché? Comme on dit, chaque épilepsie est différente dans tous les cas. Voilà. Tout à fait. Et chaque personne est différente. On résume quelque part ici vraiment la complexité du coup du parcours de soins et du soin en général. Alors, nous attendons... Ah, il est là. Philippe, on t'entend pas. Ouais. Si, c'est bon. Alors, j'espère que vous m'entendez. Alors, on t'entend très mal. Philippe, on ne t'entend pas du tout. Hein. En vrai, je suis désolé, il y a un problème de réseau. Je ne sais pas comment trouver. Oui, je suis surtout l'hôpital, et y compris avec le Wi-Fi, qui m'empêche d'avoir accès. Vous m'entendez là? On t'entend, mais c'est coupé. Bah, je te dirai quand c'est coupé. Et puis sinon, alors je les prends de court, mais avec Clémence et Dominique, on essaiera de dérouler tes diapos si on voit qu'on n'arrive pas. On va improviser. Hein. Vous voyez que nous sommes vraiment en direct. On est en direct partout et nous avons un souci technique, mais ça arrive. Donnez-moi 2. En espérant que ça... On t'a reperdu, Philippe. Ça marche. Est-ce que vous voulez que je commence mon intervention sinon? Philippe, on ne t'entend pas. Oui, ce serait plus simple, le temps que je... Ou moi, je peux quand même dérouler les objectifs du parcours de soins. C'est des choses sur lesquelles on a travaillé ensemble, le temps que tu nous rejoignes. Bon. On va faire a priori comme ça. Alors, juste pendant que Philippe de Rambure, donc pour ceux qui nous rejoignent, nous avons un problème de connexion, mais nous allons gérer ce problème.
qui nous arrive en direct. Donc, sur le parcours de soins, hein, l'objectif de tout le travail qui a été fait avec tous les acteurs sur le parcours de soins, c'était donner la même chance à tous les patients d'atteindre un niveau élevé de contrôle de la maladie avec un niveau minimal d'effets secondaires et de complications. C'est-à-dire que dans l'organisation, dans la problématique du parcours de soins, Clémence, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, aussi. Ce n'est pas un exercice facile. Puisque l'objectif, hein, c'est d'organiser un parcours de soins, mais aussi dans le sens harmoniser aussi la prise en charge pour tous. Donc, les objectifs, hein, qu'on voulait, enfin, ce sur quoi il a été insisté dans ces actions faites avec la CNAM, avec la DGS et donc dans la saisine de la HAS, c'était d'éviter les erreurs diagnostiques, puisque on sait, et ça avait été là aussi levé par la CNAM, on sait qu'il y avait il y a des patients qui sont diagnostiqués épileptiques alors qu'ils ne le sont pas, et des patients épileptiques qui ne sont pas diagnostiqués. Éviter des examens manquants, éviter des erreurs de traitement, éviter l'absence de suivi systématique. Et puis, traiter aussi de toutes les conséquences, on en a parlé avec le témoignage de Justine, traiter de toutes les conséquences psychosociales, cognitives et médico-sociales non diagnostiquées, notamment des comorbidités voilà, qu'il faut savoir diagnostiquer et qui sont non prises en charge. On avait souhaité vous redonner des éléments d'épidémiologie, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est quand même sur 650 000 patients, 30 000 nouveaux cas chaque année. On estime que 5% de la population fera une crise épileptique dans sa vie. C'était bien ce qui avait été relayé à la suite du groupe de travail parcours de soins. La CNAM avait donc fait un rapport qui s'appelle Chargé produit avec un chapitre épilepsie, et c'était la première fois que ça se produisait. Et puis, malheureusement ou heureusement, on a aussi beaucoup plus parlé d'épilepsie au moment des soucis sur la dépakine. Tout ça nous a mis dans ce prisme de capacité à aller davantage alerter les pouvoirs publics avec notre constat. Donc, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, le constat fait par l'ensemble des structures s'occupant d'épilepsie. Et le constat, donc là on parle de 2015-2016, le constat c'était quoi? C'était que la filière de suivi de l'épilepsie n'était pas organisée, qu'il y avait un souci de reconnaissance des compétences des neurologues épileptologues, de reconnaissance des compétences des pédiatres, neuropédiatres se spécialisant dans l'épilepsie, qu'il était nécessaire d'avoir des recommandations de bonnes pratiques, qu'il n'y avait pas eu, alors ça c'est un sujet qui revient souvent, hein, qu'il n'y avait pas eu de plan ou de moyens spécifiques dédiés à l'épilepsie durant ces 40 dernières années. À mon avis, ça remonte même encore avant. Qu'on arrivait à avoir des projets concentrés sur les patients les plus sévères, mais pas des projets vraiment sur l'épilepsie et la prise en charge globale. Qu'il y avait, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, une diminution de l'utilisation de l'EEG, donc ça fait partie des points qui ont été réglés ou en tout cas améliorés avec ce travail qu'on a fait avec la CNAM et la création de 2 nouveaux actes EEG, et puis des conséquences majeures pour les patients et leurs familles, d'où l'urgence d'une modification de l'organisation des soins. Clémence, des choses à rajouter là-dessus sur le constat? Non, et effectivement, je n'ai qu'à acquiescer. Madame Rouberti, bravo. Non, on s'y retrouve bien, c'est exactement ça. Et je ne vois pas d'autres éléments qui n'auraient pas été cités là, comme ça. Non, c'est exactement ça. C'est à chacun finalement recréer son parcours de soins, chacun avec sa propre expérience, comme disait mademoiselle Lepelletier, chacun avait son bon neurologue d'emblée ou son bon traitement d'emblée, ou finalement à la troisième fois ou 4e fois, effectivement, et ça donnait quelque chose de disparate et de, finalement, comme vous disiez, une offre de soins pas uniforme sur le territoire national, mais aussi selon les personnes, un accès aux soins différents. Donc, effectivement, le constat, je le renforce tout à fait. Je vais peut-être demander à Dominique Felten, puisqu'il a beaucoup participé à l'époque en tant que vice-président de la Fondation à ces travaux, s'il a des choses à rajouter sur le constat qui avait été fait avant qu'on avance sur ce parcours de soins. Dominique? Je perds tout le monde, en fait. J'espère que nos participants sont là. Bon,
En attendant, je vais donc continuer. Donc, alors, Philippe de Rambure, nous n'ayant toujours pas rejoint, moi, encore une fois, on est en direct, moi, je ne me sens pas légitime pour commenter des choses qui sont vraiment très, très sur le soin. Je ne sais pas si, Clémence, vous pouvez commenter cette diapo. Philippe? Je revois Philippe de Rambure. Oui, je vois que Philippe arrive, j'avoue que, vu que c'est son topo, j'ai une préférence pour, si possible, le laisser faire. Moi aussi, moi aussi. J'ai Emmanuel, avancé jusque-là. Si tu peux prendre le relais, ce serait formidable. Emmanuel, est-ce que tu m'entends là? Oui. Bon, je suis parmi vous maintenant. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug réseau, mais complet, qui fait que je ne pouvais même pas envoyer des mails. Et donc, voilà, je suis branché sur mon téléphone et ça devrait y aller. Donc, j'espère que vous m'entendez super. bien. Oui, on t'entend bien. J'ai avancé en expliquant le constat qu'on avait fait, la synthèse, etc., la filière de soins. Donc, je suis arrivée sur cette diapo-là où je venais de dire que je ne me sentais pas légitime et que c'était vraiment toi. Donc, je te laisse enchaîner. Ok, donc bonjour à tous. Et de fait, le sujet du parcours de soins, comme Emmanuel l'a dit déjà en introduction, a fait l'objet d'un travail depuis 5-6 ans avec tous les acteurs. Et je vais réexpliquer aussi d'où on vient. Alors, le problème que vous connaissez, vous en tant que patient ou famille ou entourage de patients, c'est que l'épilepsie, c'est une maladie extrêmement hétérogène. J'ai l'habitude de dire c'est pas que des crises. Il y a tout ce qui est conséquence des crises, mais il y a tout ce qui est autour d'une maladie qui est une maladie chronique qui nécessite un traitement qui entraîne des troubles autres que les crises, troubles cognitifs, parfois des troubles psychologiques qu'il faut gérer. Et le parcours de soins, c'est un parcours très compliqué parce que c'est une maladie qui touche l'enfant, qui touche le bébé, qui touche les adultes, des jeunes, des femmes enceintes, avec des sujets qui peuvent être compliqués chez la femme enceinte ou la femme qui désire d'être enceinte, et des personnes âgées, puisque vous savez que l'épilepsie touche plus encore les personnes âgées avec d'autres causes. Et puis oui, ça touche aussi différents lieux de passage, c'est ce qu'on disait. Exactement, et j'ai entendu le passage des urgences dont Justine parlait, dont je dirais un mot qui est extrêmement important. Du coup, c'est une trajectoire parfois très compliquée entre le médical, votre médecin généraliste, le spécialiste qui vous suit, des centres spécialisés, mais tous les centres spécialisés, peu nombreux, ne peuvent pas suivre tous les malades qui ont une épilepsie. Et de toute façon, l'épilepsie, heureusement, c'est une maladie qui est parfois simple à gérer. Il suffit de bien organiser la filière de soins pour que ce suivi soit bien organisé. Et donc, tous les acteurs, je ne vais pas les détailler, on peut à la diapositive suivante. Juste parce qu'on parle de soins, on parle d'une maladie et on doit toujours, quand on est face à une épilepsie qui débute, se poser la question du type de l'épilepsie. Je ne vais pas décrire cette diapositive, mais ça veut dire qu'il faut être d'abord certain que c'est une épilepsie. Et ce n'est pas parce qu'il nous arrive quelque chose, qu'on perd connaissance, qu'il y a un trouble bizarre qui va arriver, que c'est une épilepsie. Il y a d'autres causes de manifestations comportementales qui ne sont pas des épilepsies, et nous rencontrons trop souvent des malades considérés comme épileptiques qui ne sont pas finalement. Donc il faut être certain, et le plus certain possible, du diagnostic d'épilepsie. Et ensuite, il faut la caractériser, c'est le type d'épilepsie, et il faut chercher sa cause, c'est ce qu'on appelle l'étiologie, pour ensuite bien la soigner, c'est-à-dire donner le bon médicament, c'est-à-dire expliquer la cause de cette maladie, expliquer son pronostic aussi, qui, quand même, dans la majorité des cas, est bon à partir du moment où la maladie est bien suivie. Et enfin, à gauche, il y a des comorbidités, ce qu'on appelle des conséquences, et c'est pour ça que je rappelle toujours que la maladie, c'est une maladie chronique. Ce n'est pas seulement des crises qui peuvent arriver. 2/3 des patients ne présentent pas de crise si le traitement est bien suivi. Par contre, il peut y avoir des troubles cognitifs, il peut y avoir des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire et parfois des troubles anxieux, des troubles dépressifs, un syndrome dépressif. Okay, c'est donc un parcours tout au long de la vie. Je vais t'embêter, parce que comme on a du coup du retard, on va être obligé d'aller encore plus vite. Donc voilà, pardonne-moi à l'avance. Donc, tu ne m'interromps plus. Le parcours de soins, c'est un parcours compliqué parce que c'est une maladie qui peut débuter à n'importe quel âge et c'est une maladie chronique qui va persister avec l'âge. Elle peut guérir, heureusement. Certaines épilepsies d'enfance guérissent à la puberté, mais
hélas, très souvent, elle persiste, elle continue, elle nécessite toujours un traitement, même si je dis toujours que le traitement, ce n'est pas tout le temps, à vie, qu'on va prendre un traitement. Heureusement, il y a des périodes de la vie où le traitement n'est plus nécessaire et toute épilepsie peut guérir. Enfin, non pas toutes les formes d'épilepsie, mais beaucoup d'épilepsies guérissent. Alors, dans notre synthèse, on avait parlé de 3 niveaux de prise en charge indispensables. Donc, c'est le schéma que nous avons là, c'est le schéma sur lequel on s'est basé pour toutes nos discussions avec les différents services de santé. Donc, je te laisse commenter le schéma. Alors, le schéma, en fait, c'est de dire que d'abord, il y a un malaise, il y a une manifestation, il y a une perte de connaissance, il y a une convulsion, c'est le niveau 1. Est-ce qu'il s'agit d'une crise d'épilepsie? Ça peut être un malaise d'origine cardiaque, ça peut être d'autres causes de malaise. Donc, déjà, le niveau 1, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a bien une origine épileptique? C'est votre médecin généraliste, c'est aux urgences quand on arrive et qu'il s'est passé quelque chose. Et il y a après un niveau 2. Et souvent, on sépare le niveau 1 du niveau 2. C'est pour ça qu'on a mis en place des consultations de première crise. C'est-à-dire que l'idée de ces consultations, c'est que toute personne susceptible d'avoir fait une première crise d'épilepsie qui est peut-être le début d'une maladie épileptique, je dis bien peut-être, parce qu'on peut tous un jour dans notre vie faire une crise d'épilepsie sans être pour cela souffrant d'une maladie épileptique. Et donc, le niveau 2, c'est celui qui va décider, qui va confirmer ou pas le diagnostic, c'est bien une épilepsie, c'est-à-dire qu'il y a bien une maladie qui commence avec ses conséquences et notamment des crises qui peuvent survenir et qui va nécessiter un traitement. Et on sépare les deux parce qu'on considère que la consultation première crise doit être effectuée non pas dans l'urgence, non pas au service des urgences, non pas par le médecin généraliste, mais par un médecin spécialisé qui est neurologue, qui est neuropédiatre et qui est capable d'établir avec une bonne certitude le diagnostic d'épilepsie, qui est capable d'expliquer ce qu'est cette maladie et qui va mettre en place un traitement, un schéma de traitement qui expliquera aussi le pronostic, les conséquences et mettra en place le suivi. Donc, c'est le rôle de ces consultations première crise qui commence à se développer notamment dans les centres de suivi de l'épilepsie, mais dont notre souhait, et il y a dans cette recommandation HAS une recommandation très claire là-dessus, c'est que tout malade souffrant d'une première crise d'épilepsie, qui est donc une porte d'entrée dans l'épilepsie, doit avoir cette consultation de première crise, durant laquelle on va lui donner un certain nombre d'informations pour ce suivi. Et enfin, le niveau 3, c'est le niveau spécialisé. Je ne vais pas le détailler ici, c'est le niveau des épilepsies compliquées qui résistent au traitement. C'est environ un tiers des épilepsies. Alors, du coup, on a parlé des différentes étapes. Je vais peut-être passer là-dessus pour qu'après, tu ailles vraiment dans le... On va passer sur nos démarches, vu encore une fois le délai, et aller directement sur l'évolution depuis 5 ans pour pouvoir ensuite entrer dans le détail du parcours de soins recommandé par l'HAS et que tu nous dises justement comment ces recommandations elles peuvent s'appliquer, parce que c'est des recommandations, mais est-ce qu'elles peuvent vraiment s'appliquer? Alors de fait, comme vous a dit Emmanuel, on a quand même beaucoup travaillé, toutes les associations, la Fondation, la Ligue se sont mis ensemble pour essayer d'avancer. Et cela a permis d'obtenir d'abord des recommandations de bonne pratique, ce qu'on appelle les RBP, qui sont émises par la Haute Autorité de Santé. Alors c'est un point important ça, parce qu'à partir du moment où l'HAS a établi des recommandations, les a validées, elles sont mises sur le site de l'HAS, et donc on considère qu'elles sont opposables. C'est-à-dire que si vous, patient, vous considérez ne pas être bien suivi selon les bonnes pratiques, vous pouvez faire remonter cette information comme quoi votre prise en charge ne suit pas les bonnes pratiques telles que les recommandations les ont établies. C'est pour ça que ça a été fait. Alors, il y aura une autre étape, mais dont je parlerai tout à l'heure sur le parcours de soins. Il y a ensuite, cette recommandation donc, concerne d'une part la prise en charge de la première crise, ça date de 2014, et maintenant, c'est les recommandations autour de la prise en charge de l'enfant ou de l'adulte et de tout le parcours de soins pour le patient et son suivi, qu'il soit enfant ou adulte. C'est ce qui a été publié en 2020. Et donc, le travail qui va commencer, qui va être effectué en 2022, toujours sous l'égide de l'HAS, c'est un groupe de travail qui va travailler sur la mise en musique de ces recommandations de prise en charge, c'est-à-dire le parcours de soins, c'est notre sujet ce soir, afin que toute personne qui souffre d'une épilepsie
sur tout le territoire français, puissent avoir un modèle de parcours en théorie égale. Il faudra mettre en œuvre un certain nombre de choses pour cela et donner des moyens pour que cela soit possible, notamment dans des régions qui sont plus démunies. Enfin, un petit mot sur aussi, et j'en reparlerai tout à l'heure, sur des outils qui ont été mis en place, notamment durant la crise sanitaire, les outils de télémédecine, de téléexpertise, de téléconsultation, qui doivent permettre, à mon sens, dans un avenir proche, de donner plus de moyens de suivi des patients. Ok, merci. Donc, on vous a remis voilà, la preuve que ces recommandations étaient sorties. On les attendait avec impatience. Tu veux peut-être, je ne sais pas si tu veux revenir sur les enjeux et objectifs de la recommandation, sachant qu'on en a parlé en introduction sur les objectifs. Juste un mot sur les recommandations. Vous pouvez tous aller sur le site de HAS et aller lire ces recommandations, imprimer le document. C'est un document public. Est-ce que ces recommandations, elles s'imposent aux médecins? Là, c'est moi qui pose une question. Comment est-ce qu'elles sont ou peuvent être appliquées? Parce que j'imagine qu'on aura cette question qui est quand même assez majeure, en fait. Philippe, on ne t'entend plus. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Non plus. Vous m'entendez? Oui. Donc, vous m'entendez avec un petit retard. Oui. Bon, je continue à parler, ce n'est pas grave s'il y a un retard. Ce que je veux dire, c'est que oui, les recommandations sont opposables. Donc, c'est-à-dire qu'en effet, si la prise en charge ne suit pas ces recommandations, c'est un document qui doit être utilisé comme un document, comme une critique. D'accord. Donc, on commence d'abord par le diagnostic dans ces recommandations. C'est assez logique par rapport au constat. Tout à l'heure, j'avais parlé du problème du diagnostic. On commence d'abord, ces recommandations, elles s'appuient d'abord sur le diagnostic, qui doit le poser et comment il doit être posé. Alors, en résumé, lorsque vous avez une manifestation, une crise qui n'est peut-être pas épileptique, j'insiste, mais qui est peut-être d'origine épileptique, en effet, souvent, ça se passe aux urgences. Aux urgences, on fait la prise en charge urgente, mais on ne fera pas le diagnostic d'épilepsie. Mais par contre, suite à ce passage aux urgences, une consultation avec un spécialiste. Et donc, dans les réseaux première crise, le lien entre l'urgence et la consultation première crise est effectué. Bon, pour prendre l'exemple à Lille, toute personne qui a présenté une première crise d'épilepsie et vient aux urgences, va être soigné, ne sera pas obligatoirement gardé en hospitalisation, mais aura un rendez-vous de consultation première crise dans les 3 semaines qui suivent cette hospitalisation, ce passage aux urgences, pour ensuite avoir, lors de cette consultation première crise, confirmation ou pas du diagnostic. Il s'agit bien d'une épilepsie, il va falloir la traiter, et donc, durant cette consultation première crise, on va expliquer le traitement, on va expliquer les conséquences de l'épilepsie, le permis de conduire par exemple. On va parfois mettre en place une éducation thérapeutique. Dans le service, les infirmières font une éducation thérapeutique chez ces patients, systématiquement chez ces patients qui se présentent à la consultation première crise. Et on leur donnera toute une explication sur le suivi, et aussi d'ailleurs, on leur donnera des informations sur les associations de patients. OK. Donc ça, c'était sur l'annonce. Ça, c'est la diapositive suivante sur l'annonce du diagnostic, qui, donc très clairement dans le texte, résume un petit peu ce que je vous ai dit. L'annonce du diagnostic doit être suivie d'un accompagnement, de préférence multidisciplinaire, en fonction de la situation du patient et de l'âge du patient, avec un accompagnement sanitaire, médico-social, scolaire, professionnel, psychologique aussi si besoin, etc. Okay. Il y a un certain nombre d'informations qui doivent être données, et c'est précisé dans ces recommandations, et c'est ce qui était important, notamment par rapport aux comorbidités. Oui, tout à fait. Et en théorie, il y a un bilan cognitif qui doit être réalisé, mais bon, en pratique, ça ne l'est pas parce qu'on n'a pas assez de neuropsychologues à disposition pour pouvoir faire ce bilan.
On peut espérer, parce qu'il y a une évolution notamment dans le cadre du remboursement de certaines consultations en psychologie libérale, qu'on puisse avoir accès plus facilement à des bilans lors de l'entrée dans la maladie. Sur l'application des recommandations, alors pardon, on fait les choses un peu dans le désordre aujourd'hui. Il y a une question qui est arrivée qui, je pense, est importante à ce stade, c'est-à-dire un patient nous dit, mais à quel moment est-ce que je peux saisir mon médecin ou voilà, enfin, faire remarquer que la recommandation de parcours de soins de l'HAS n'est pas respectée? Et c'est une bonne question, effectivement, à quel moment est-ce que c'est opposable? À quel moment? Répète la question, je n'ai pas totalement entendu. Tu disais que les recommandations peuvent être opposables, c'est-à-dire qu'un patient peut dire, bah voilà, vous ne suivez pas les recommandations de l'HAS, mais à quel moment de son histoire médicale avec son épilepsie, le patient peut-il le faire et a-t-il le droit de le faire et puis comment? C'est ça, c'est le problème des recommandations, c'est-à-dire que il peut le faire en le disant, en s'appuyant dessus. Maintenant, si les moyens n'y sont pas, en effet, de toute façon, ça ne va pas tout de suite servir à grand-chose. Mais par contre, vis-à-vis des instances, vis-à-vis des politiques, c'est quand même un poids important. Donc, je dirais individuellement, ça ne va pas changer grand-chose, honnêtement. Mais c'est plus sur le plan collectif, quand dans une région, il y a vraiment impossibilité de mettre en œuvre ces prises en charge, eh ben, on peut s'appuyer sur le texte de l'HAS pour exiger des moyens dans l'avenir. Mais toujours le même problème. D'accord. On continue sur le parcours de soins. Donc, ces recommandations parlent aussi du suivi de l'épilepsie et des particularités. J'ai insisté beaucoup sur l'entrée de la maladie parce qu'elle nous a semblé fondamentale. C'est en faisant au mieux lors du diagnostic, en donnant toutes les informations sur justement les conséquences de la maladie et le parcours de soins. Il ne serait pas normal, par exemple, que quelqu'un se présente aux urgences, fait une première crise d'épilepsie et soit renvoyé ensuite sans information, avec une maladie, un traitement à gérer, etc., et uniquement son médecin qui devra gérer. Ça ne doit plus arriver si on suit les recommandations. Alors ensuite, le suivi de l'épilepsie, je rappelle quand même que dans 2/3 des cas, l'épilepsie est sensible au traitement. Donc c'est un suivi uniquement que le traitement soit bien pris, que le traitement n'ait pas d'effet indésirable. Donc, parfois, il faut faire un bilan sanguin, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Des informations par rapport à un certain nombre de conséquences du traitement, notamment par rapport à la grossesse. Ça, je ne vais pas le détailler ici, parce que c'est tout un sujet. Et ensuite, toutes les informations qui vont aussi concerner certaines particularités, et notamment les troubles psychologiques ou psychiatriques qui peuvent être associés, mais on ne va pas tout de suite informer là-dessus, mais en effet, le neurologue qui va suivre le patient, parce que le suivi de l'épilepsie doit être effectué par un neurologue. Ça ne veut pas dire qu'un neurologue doit voir le patient tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un neurologue qui ait vu au moins une fois, d'où la consultation première crise, le malade, et qui ensuite pourra être appelé en cas de question. Mais dans 2/3 des cas, finalement, quand c'est épilepsie et pharmacosensible, le suivi spécialisé n'est pas indispensable. En tout cas, il ne doit pas être effectué de façon trop fréquente. D'accord. Donc, si on revient sur le parcours de soins à proprement parler, donc, est-ce que les recommandations de l'HAS respectent bien le fameux schéma que nous avions présenté, demandé et est-ce que tu veux revenir en détail sur ce schéma, cette fois-ci pas par rapport au constat et à la demande, mais par rapport vraiment aux recommandations de l'HAS et donc à ce qui doit s'appliquer? Encore une fois, les recommandations de l'HAS sont des recommandations de prise en charge. Ce n'est pas des recommandations sur le parcours de soins, puisque c'est maintenant que le travail sur le parcours de soins va être effectué. Le groupe va démarrer en début d'année prochaine. C'est un groupe qui associe à la fois des représentants des associations de patients, des médecins, et on a insisté sur le fait qu'il faut qu'il y ait des médecins de terrain, à la fois en province et à Paris. Il y aura un parcours de soins spécifique enfant et un parcours de soins spécifique adulte. C'est maintenant que le travail va être effectué. Donc, du coup, la mise en musique et finalement ce qui suit, ce que nous avions souhaité, c'est maintenant que ça va être fait, en lien avec les recommandations de bonne pratique sur la prise en charge
qui ont été effectuées et publiées en 2020. Il faut bien distinguer recommandations de prise en charge, ça c'est assez théorique. Après, chacun les met en place dans son hôpital ou dans son secteur. Et maintenant, les recommandations sur le parcours de soins, où l'idée, c'est d'établir un parcours de soins qui doit être respecté au niveau national. Et ça va être un point très, très important. On attend impatiemment ces recommandations sur le parcours de soins, qui seront publiées, je pense, d'ici un an. Ce qui veut dire que le parcours de soins précisé devra permettre d'améliorer encore et de suivre encore davantage les recommandations de prise en charge, si on résume. Oui. On peut le dire comme ça? Ça va concrétiser les recommandations de prise en charge dans le parcours de soins. D'accord. Quel est le rôle des infirmières de pratique avancée dans les recommandations, à la fois dans les recommandations et dans les demandes qui sont faites? Alors, je vais répondre, mais à la limite, Clémence, qui connaît aussi le sujet, pourra compléter. Vous connaissez ce nouveau métier qu'est l'infirmière de pratique avancée. Hein. C'est une spécialisation qui a été donnée aux infirmières. Elles doivent pour cela faire un master, hein, donc c'est 2 ans de formation. Et elles seront en fait formées pour suivre des maladies chroniques. En lien avec un médecin spécialiste, mais elles vont, du coup, il y aura une délégation de tâches, c'est-à-dire qu'elles vont prendre en charge certains aspects, notamment le suivi du médicament, de l'observance, des conséquences, un certain nombre de choses, je ne peux pas les détailler ici, elles auront été formées pour ça. Et donc, elles sont formées pour un certain nombre de maladies, hein, il n'y aura pas que l'épilepsie, mais c'est quand même important qu'on ait réussi à ce que l'épilepsie fasse partie de la liste de ces maladies chroniques, parce que c'est une liste relativement restreinte. Hein, il y a notamment des maladies classiques comme le diabète, par exemple, comme l'asthme, mais il n'y a pas toutes les maladies chroniques. L'épilepsie, comme la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, ont été inscrits comme les 3 maladies neurologiques dans le cadre de la formation de ces infirmières de pratique avancée. Donc après, je terminerai là, et Clémence pourra éventuellement donner son sentiment, c'est que l'idée, c'est qu'il va falloir que beaucoup d'infirmières soient formées. Ces infirmières seront des infirmières souvent libérales, c'est aussi l'idée, et donc seront sur le terrain, en espérant qu'elles seront le plus nombreuses possible, formées dans le suivi de l'épilepsie, et donc aider le patient, non pas en remplaçant son médecin, non pas en remplaçant son spécialiste, mais en faisant de la liaison entre toutes les difficultés pouvant être rencontrées dans le parcours de soins, le suivi du médicament, le suivi des conséquences et un suivi plus spécialisé. Avant qu'on passe la parole à Clémence, tu nous dis un mot des centres experts qui était aussi un point important, encore une fois, à la fois de nos demandes et de la suite des actions. En recommandation, il est dit qu'on doit s'adresser à un centre expert si l'épilepsie résiste au traitement. Donc, je rappelle que la résistance au traitement, c'est la persistance des crises malgré au moins 2 traitements essayés, à condition que ce traitement ait été adapté. Donc, c'est 1/3 des patients. Ça veut dire que 2/3 n'ont pas besoin de passer à un centre expert. Les enfants, et en particulier l'enfant en dessous de 2 ans, doit passer dans un centre expert, alors que les plus de 2 ans peuvent être suivis par des pédiatres. Et lorsque le diagnostic est incertain, il faut remettre en considération le diagnostic, ou s'il y a des troubles comportementaux, notamment chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Merci Philippe. Ce que je propose, encore une fois, comme on a pris beaucoup de retard, c'est, si ça ne t'ennuie pas, c'est qu'on passe directement la parole à Clémence. Sauf que Clémence a une contrainte après, et du coup, on balayera toutes les questions à la fin. Encore une fois, la technique n'est pas très gentille avec nous aujourd'hui, mais je vois que vous nous suivez quand même nombreux et qu'on a beaucoup de questions. Donc, j'imagine, en tout cas, j'espère qu'on répond quand même à vos attentes. Clément, je vous parle la parole, du coup, plus sur le volet, le parcours de soins et la prise en charge des épilepsies complexes et pharmacorésistantes. Oui, merci. Alors, l'idée, je vais essayer d'être aussi, de respecter le temps imparti. L'idée de la présentation que je vous présente ici, c'était
alors, à la fin de vous parler du parcours complexe, mais de revenir sur le parcours en général. Et j'ai essayé, du coup, de le baser sur le retour patient, les avis patients que j'ai pu avoir, et donc de me placer de ce côté-là sur le rôle, la place du patient dans tout ce parcours de soins et ce qu'il apporte. L'idée, du coup, était de se focaliser sur, en tant que patient, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Madame Justine Lepelletier, c'était quels sont mes besoins concernant mon épilepsie, mon type de crise, mon aspect social, quels sont ces aspects de ma vie qui sont impactés et comment surtout les redonner. Donc, c'est ce qui explique le plan de mon intervention. Allez-y. L'idée, c'était de se questionner en tant que patient et de se dire, bon voilà, effectivement, il y a des compétences un petit peu médicales à obtenir. Alors, ce topo n'est pas exhaustif hein, et n'est pas une vérité universelle. Hein, je tiens à le dire, c'est un retour des pratiques constatées sur le terrain. Donc, il est difficile pour tout à chacun de faire comprendre où on en est, ce dont on a besoin, et donc de cerner des fois envers soi-même nos propres besoins. L'idée, donc, de cette première diapo, c'est de la notion de patient-acteur, c'est-à-dire de pouvoir apporter des éléments probants et pertinents au médecin pour qu'effectivement le soin corresponde aux besoins évoqués. Donc, c'est ce que j'ai appelé la compétence, entre guillemets, médicale du patient. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Merci. Du coup, j'ai résumé ceci en objectifs, compétences, résultats, enfin, dans l'idéal hein, d'une réflexion comme celle-ci. Donc, l'objectif, ce serait pour le patient, pour la personne, tout un chacun, de rapporter des informations pertinentes. C'est là où je disais que en tant qu'infirmière, des fois, je redonne du sens, comme me le disait Mademoiselle Lepelletier, excusez-moi, sur le fait de dire pourquoi tel traitement ne marche pas, pourquoi on continue, pourquoi on n'arrête pas, pourquoi toutes ces choses-là, donc la stratégie médicale. Donc, le but, ainsi, grâce à ces explications et aux compétences aussi de la personne, finalement, c'est de redonner ce pouvoir d'agir au patient avec les compétences à acquérir sur la gestion des crises, l'arrivée aux urgences ou pas. Les outils et les moyens à disposition, effectivement, on en a parlé dans les recommandations, c'est ce que j'avais mis en couleur, les CFR, ce sera les recommandations de l'HAS 2020 auxquelles je fais allusion. Donc, effectivement, c'est les moyens à disposition de la personne sont l'éducation thérapeutique, tous les paramédicaux, l'infirmière et le médecin traitant, et bien sûr, les recherches propres de la personne. Attention, par contre, au web, quand même. Et un exemple concret que je vous avais mis avec le développement d'outils numériques. Donc, déjà, commencer par faire un relevé de crise circonstancié, observé, durée, contexte, sont des éléments incontournables pour une bonne prise en charge du patient et de son épilepsie. Alors, sur la sphère psychologique, hein, on a pas mal parlé de psychologue avec Justine et je vois des questions qui arrivent en disant mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un psychologue? Je pense que vous allez pouvoir y répondre avec les diapos, le point sur lequel on arrive là. Alors, écoutez, voilà, c'est ça. La sphère psychologique, c'est ce qu'on disait avec Mademoiselle Lepelletier également. Vous me corrigez, hein, Mademoiselle, vous pouvez. C'est l'idée de se dire, est-ce que j'ai un besoin à ce niveau-là? Est-ce que l'impact de ma maladie sur le présent et sur le futur, où est-ce que j'en suis? Et finalement, la théorie, l'avantage, ce qu'apporte le suivi psychologique, c'est ce côté pouvoir d'agir. C'est-à-dire, voilà, j'en suis là, le côté proactif. Donc, c'est une compétence de savoir-être qu'on appelle, et c'est à tout moment du parcours. Donc, à tout moment du parcours, je dirais que le suivi psychologique est à proposer. Au début, à la fin, au milieu, ça dépend aussi de l'avancée de chacun face à sa propre maladie, face à sa vie. Donc, voilà, encore une fois, je ne ferai pas une réponse ferme là-dessus. Mais je suis tout à fait d'accord parce qu'au tout début de ma maladie, c'est pas moi qui ai décidé. Ah, vous m'attendez pas? Non, excusez-moi, je disais des fois, on ne peut pas l'entendre. Ah, non, c'est au tout début, c'est pas moi qui ai décidé d'aller voir un psychologue. On m'a forcé, entre guillemets, et j'ai vu que ça m'a aidée. Et du coup, maintenant, j'y retourne quand j'en ai envie. On m'a forcé et ça m'a aidée. C'est pour ça que je dis c'est nécessaire. Tout à fait. C'est le propos que j'ai effectivement aujourd'hui, j'insiste, il est basé du coup sur les besoins. C'est pour ça que j'ai mis en premier titre vos besoins. Et du coup, c'est votre capacité à vous-même à vous interroger et
à ce qu'on vous donne l'information, comme on disait tout à l'heure, et du coup à pouvoir y accéder. Mais ça dépend de la temporalité. On a vu le continuum de Dr de Rambure. À un moment donné, est-ce que je suis prête dans 6 mois ou tout de suite à un suivi psychologique? Personne ne peut y répondre à part vous. Et votre pouvoir d'agir, et toute sa force est là. Mais vous avez aussi votre accompagnement, entourage professionnel, social ou psychologique, qui est là pour provoquer aussi ces actions de soins envers vous-même. Donc, quels sont les outils moyens à disposition pour que cet accompagnement psychologique... C'était la transition que j'ai dit, effectivement, c'est ce que je viens de dire, l'entourage social, professionnel, le médecin traitant, tout un chacun. Et quelqu'un peut être une main tendue. Après, bien sûr, il y a le personnel spécialisé, donc un neurologue, un neuropédiatre, dont a parlé Dr de Rambure. Mais après, il y a bien sûr les associations de patients et les groupes de parole. Et on est bien d'accord que ce n'est pas le nombre de crises qui fait la gravité de l'épilepsie, mais bien tout le contexte socio-professionnel et émotionnel en lien avec tout cela. Qui nous amène à la question de la sphère sociale. Voilà, exactement. Donc, on est sur la compétence d'autonomie, d'émancipation, d'adaptation. On parle du permis de conduire, on parle du travail, on parle du lien aux autres, on parle de toutes ces choses-là. Donc, c'est de la liberté d'entreprendre. Donc, cette sphère-là va être aussi impactée. Et effectivement, c'est une complexité à évaluer pour nous-mêmes. Donc, on peut aller sur la diapo suivante si vous le voulez bien. Donc, l'objectif, ce serait de rester en capacité de faire des projets. Mais du coup, il faut effectivement, dans cette philosophie, d'identifier d'abord nos besoins. C'est de la philosophie ETP, quand même. Tout ce que je vous décris, c'est la mouvance, c'est la philosophie d'éducation thérapeutique du patient. Et donc, c'est d'évaluer un petit peu, voilà, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas ne rien faire. Qu'est-ce qui est acceptable selon ma situation, mes envies et mes besoins? Donc, il y a un petit peu, entre guillemets, ça rejoint le psychologique, si on est en capacité de le faire, c'est un petit peu d'introspection pour dire aujourd'hui de quoi j'ai besoin à tel niveau. Quels outils pour cette sphère sociale? Eh bien, il y a les personnes aussi spécialisées, comme on disait, donc l'assistance sociale, les consultations épilepsie et emploi. Pour les jeunes scolarisés, il y a le PAI, les organismes de formation, la mission locale. Donc là, je l'avais axé effectivement sur le travail. Excusez-moi, j'ai peut-être pas été claire juste avant, mais voilà, c'était l'idée un peu travail, scolarité. Oui, alors sachant que je vois passer déjà des questions sur est-ce qu'il faut dire l'épilepsie au travail, pour les personnes qui ont posé cette question, on n'entrera pas dans le détail sur ce webinaire-là, tout simplement parce qu'on a déjà eu des colloques là-dessus, et donc, mais par contre, on vous répondra en vous renvoyant à différents types de réponses qu'on peut apporter à cette question, sachant qu'il n'y a pas une réponse unique, faut-il dire ou ne pas dire, mais il y a un certain nombre de recommandations là aussi sur le sujet. Clémence, on va peut-être passer au cas des situations complexes. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc, en fait, maintenant que j'ai essayé de rapidement vous brosser le parcours idéal, ou enfin voilà, les situations où on peut s'interroger, enfin quelque chose d'assez linéaire, enfin qui ne représente pas du tout la vie concrète, on est d'accord, mais du coup, quand on parle de situation complexe, c'est ce qui a été marqué par le docteur de Rambure tout à l'heure dans l'encadré final de la recommandation 117 de mémoire sur les situations complexes. On parle de pharmacorésistance, de comorbidité, de pathologies associées, etc. Donc forcément, le retentissement sur les sphères que je vous ai citées précédemment est majoré. Donc forcément, la compétence médicale de se connaître soi-même quand on a des crises variées, des crises complexes où on n'est pas conscient, qui se répètent, voilà, forcément tout est impacté, tout est beaucoup plus complexe à évaluer et difficile aussi de donner ses propres besoins tellement tout se recoupe. On est bien sur la complexité. Donc la complexité psychique et la complexité sur la sphère sociale également. Donc on peut tomber dans la notion de handicap du coup. Voilà, c'est ce que j'aurais effectivement appelé le handicap au sens large, donc qui demande du coup une approche entre guillemets plus poussée et plus spécialisée. Sur la sphère médicale, du coup, il y a un retentissement sur les aidants, l'entourage et du coup une sollicitation, que ce soit dans la gestion des crises, mais dans le quotidien, la sphère psychologique, la sphère sociale, le suivi médical croisé entre spécialistes, entre neurologues, entre médecins traitants, entre gynécologues pour certaines situations, pour les spécifiques aux femmes en âge de procréer aussi. Enfin bref, ce qu'on a discuté un petit peu tout à l'heure avec Mademoiselle Lepelletier, le recours aux urgences, la sphère psychique, les notions d'anxiété et de dépression sont quand même spécifiques parfois aux personnes ayant une épilepsie résistante au traitement. On voit un lien quand même entre ces deux choses-là. Et sur la sphère sociale, effectivement, on passe sur des adaptations
plus concrète et l'intervention de personnel à domicile ou d'institutions ou d'aide financière, etc. Les outils à notre disposition. Pardon, je vous ai coupé, Madame Roberti. Non, c'est parfait. Voilà, c'est là où on rentre dans la spécialisation, donc l'avis d'un épileptologue, quand est-ce qu'on l'appelle? Est-ce que c'est un second avis neurologique simple qu'il faut prendre? Est-ce que c'est un épileptologue? Où est la place justement de ces filières spécialisées, donc les centres de référence, les centres de compétences? Il y a toujours cette filière aussi déficience qui est nommée, les centres de référence épilepsie rare avec les équipes relais handicap rare qui sont en région, les centres nationaux de ressources, voilà. Et après, sur les pathologies associées, nous avons les établissements, les organismes spécialisés, par exemple le centre ressources autisme, les outils de communication spécifiques, on est toujours sur la sphère médicale et cognitivo-comportementale, donc le développement d'outils comme le Macathon et autres, les thérapies spécifiques, je vous ai mis la recommandation, la place des infirmiers libéraux et les autres suivis paramédicaux pour la sphère médicale. Là, c'est une image. Un beau schéma. Voilà, je vous laisse si vous voulez. Non, allez-y, allez-y. Pardon. Voilà, ce beau schéma, comme vous dites, c'est ces fameuses abréviations infernales qui essayent justement, enfin, qui montrent un petit peu ces centres spécifiques voilà, de ressources handicap rares. Donc là, on est sur de l'handicap rare. On est encore au-delà, finalement, si vous voulez, des situations complexes où on va croiser des pathologies voilà, comme l'autisme ou la déficience visuelle à une épilepsie très active. Donc, voilà un petit peu les centres qui peuvent répondre à ces situations-là. Sur la sphère psychologique, dans ces situations complexes, on a aussi voilà, les associations, bien sûr, de patients, étiquetés certains spécifiques, d'autres plus généralistes, l'association Dravet, Épilepsie France, EFAP. L'importance du suivi psychologique et du bilan neuropsychologique. Alors, dans ces cadres-là, effectivement, dans les situations complexes, clairement, en termes de pratique, je préconise souvent au moins un premier contact avec une psychologue ou quelque chose qui ressemble, ça dépend aussi des besoins de la personne, de la sophrologie, des choses comme ça, même si ce n'est pas forcément médicalement prouvé, mais du moment que ça vous fait du bien et que ce n'est pas nocif, de la sophrologie n'est pas quelque chose d'interdit, c'est ce que je veux dire. Après, il y a souvent beaucoup de questions là-dessus, sur tout ce qui est médecine parallèle. Enfin, nous, à la Fondation, on reçoit souvent beaucoup de questions là-dessus sur effectivement l'intérêt et la possibilité, l'autorisation d'avoir accès à ces médecines parallèles. Donc, c'est important que vous en parliez, effectivement. C'est ça. Et puis, bon, toujours pareil, dans le terme de parcours de soins, c'est toujours de revenir à la source. Ça, je le dis tout le temps. C'est-à-dire, la source, c'est le neurologue et le médecin traitant. C'est-à-dire, vous avez un doute, notez-le vous et demandez, parce que c'est vrai qu'en consultation, on est pris par les choses et on oublie de demander. Mais voilà, en fait, souvent de revenir à la source et éviter de multiplier les ressources générales multiples peut porter des fois plus de confusion. Donc souvent, revenir à la source, c'est une des choses que je préconise. Voilà. Bon, et pour revenir à ici, voilà, sur la diapo, tout ce qui est psychologique, voilà, se développe de plus en plus avec des plateformes régionales, etc., sur l'aspect psychologique. Sur la sphère sociale, bien sûr, ça va être le lien avec les MDA ou les MDPH en premier, et donc les assistants sociaux. Les associations de patients aussi sont très, très, très bien renseignées sur ces problématiques-là, parce que les familles et les aidants deviennent experts finalement de ces situations et en font le retour ou sont acteurs dans ces associations, et ils sont largement compétents, en tout cas force de conseil sur cette sphère sociale, clairement. Et ils sont aussi très au fait du statut, du droit des aidants, des aides financières. Voilà, ils sont très, très, ils ont un rôle très important sur ce côté-là. Il y a la mesure de protection, effectivement, je ne suis pas allée, je vais peut-être finalement trop vite, je ne sais pas. Non, mais du coup, je profite de cette diapo pour répondre à une des dernières questions, pour vous poser la dernière question qui nous est arrivée, qui est d'avoir plus d'informations sur le PAI. Donc, moi, je sais ce que c'est, mais si vous pouvez expliquer davantage, je pense que ça renseignera tout le monde sur ce qu'est un PAI et comment on y a accès. Alors, le PAI, c'est un projet d'accompagnement individualisé. C'est quand un enfant est en scolarité, c'est un document rempli par le neurologue qui explique un petit peu la situation épileptique du jeune
et ce qui est recommandé et les prescriptions nécessaires pour qu'ils puissent être accueillis dans de bonnes conditions à l'école, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir aussi l'administration d'un traitement en cas de crise, voilà, et c'est donné à l'infirmière scolaire, c'est aussi porté à la connaissance du professeur principal pour pouvoir du coup accueillir la personne dans de meilleures conditions sans nier son épilepsie et ses difficultés. Et après, il y a la question aussi de temps en plus pour les épreuves, etc., etc. Merci Ça Clémence. vous va? Oui, très bien. Et sachant que ce n'est pas toujours facile, hein. Enfin, il faut quand même reconnaître que l'accès au PAI, la connaissance du PAI peut être, enfin, je pense que beaucoup de patients l'ont vécu, peut être différente en fait selon les établissements. Donc, ce n'est pas si simple. Et c'est pour ça que nous, on dit toujours, quand on nous pose la question, c'est important pour les parents de dire qu'ils ont le droit de demander effectivement ce PAI. Mais ce n'est pas si simple. C'est ça. Et je reviendrai sur ça en disant, effectivement, je reviens toujours à la base et au sens à donner à tout ça. C'est-à-dire que si on ne fait pas nous-mêmes le constat de telle problématique, telle sphère est touchée, telle difficulté est recensée, si on n'arrive pas à faire ce travail-là de prouver les complexités de la situation, c'est comme pour le certificat médical à la MDPH pour demander des aides en plus, il faut vraiment faire un effort pour dire qu'est-ce qui est empêché dans notre vie quotidienne sur les 3 sphères principales que j'ai citées précédemment pour justifier des aides. Et avec l'appui d'un bilan neuropsychologique également sur les difficultés cognitives ou émotionnelles, tous ces éléments-là prouvent les difficultés, la notion entre guillemets de handicap, ou entre guillemets aussi, enfin voilà, de handicap et peut faciliter l'obtention des aides. Le diagnostic d'épilepsie seul, effectivement, ne suffit pas. Vous voulez dire un mot de conclusion sur ce que vous avez dit, Clémence, avant qu'on entre dans le détail des questions? Tout à fait, merci. Les évolutions constatées alors de terrain et que j'ai recoupées aux recommandations, comme je vous disais, c'est la philosophie du patient-acteur, c'est la philosophie de l'éducation thérapeutique où on redonne du pouvoir d'agir, c'est le rôle des aidants, c'est l'information qui est diffusée, attention aux informations web qui peuvent être, selon les sources, tout à fait fausses. Mais du coup, il y a des associations, il y a des sites spécialisés, il y a les filières de soins spécialisés, il y a le médecin traitant et le neurologue, bien sûr, qui sont vos appuis essentiels. Les outils numériques, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec des relevés de crise, des fois, pour revenir encore une fois aux choses, aux données probantes à relever. Le soutien en plus de plus en plus des prises en charge à domicile. Ce que je dirais qui manque à mon niveau, ce serait des assistants sociaux plus spécialisés sur la notion du handicap. Voilà, je remarque pour les certificats médicaux MDPH, c'est souvent une complexité. Et aussi l'accueil des personnes en ESMS spécialisées épilepsie qui est manquant sur le territoire. Et c'était la conclusion que M. de Rambure avait également, c'est quel est l'apport, enfin en tout cas moi j'en suis convaincue que l'apport des IPA ou des infirmières cliniciennes comme moi pour la guidance et le soutien des familles et des patients, avec les petites choses que je viens de vous dire, souvent le retour que j'ai d'eux, c'est que ça a redonné du sens et ça leur redonne un second souffle pour se lancer dans d'autres démarches et continuer la prise en charge de leurs proches ou d'eux-mêmes. Merci beaucoup Clémence Ducourtil pour cette présentation très, très complète. On voit bien sur vos 2 présentations qu'on pourrait sans souci faire 2 heures de plus sur ce sujet. On va commencer à prendre on va essayer de répondre on a beaucoup de questions évidemment. On a des questions, on a des remarques aussi. Moi, il y a une remarque qui m'interpelle, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui nous dit c'est vraiment regrettable que ce soit aux patients de se prendre en charge et d'aller chercher l'information en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un moyen qu'il sache tout de suite où il peut trouver l'information? Alors, on a tous, effectivement, que ce soit les associations de patients, la Fondation, la Ligue, on met à disposition de l'information. Mais c'est vrai qu'on pourrait souhaiter que le patient, à un moment, reçoive un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que ça fait partie des choses qui sont possibles ou c'est un vœu pieux? Donc là, je ne sais pas si Clémence peut répondre, Philippe. C'est un vrai sujet. Je pense, et en écoutant Clémence, en fait, on le voit bien, je trouve qu'on a finalement la chance en France d'avoir beaucoup de moyens. Le problème, c'est que arriver à avoir quels moyens, comprendre
c'est un vrai parcours de combattant. Et ce que Clémence disait à la fin, c'est que, en effet, il y a des patients qui sont des patients experts qui connaissent très très bien et qui peuvent être dans les associations, connaissent très très bien tout ça et peuvent être aidants. Le problème actuel, c'est en effet de donner accès à l'information complète sur le médical et le médico-social, donc toutes les aides, à la fois les soins et à la fois les aides sur le plan médico-social qui peuvent être mises en place pour individualiser pour chaque patient. Mais les moyens, ils existent. C'est la coordination de ces moyens qui pose un problème et c'est là que, et oui, hélas, le patient est en première ligne et l'entourage du patient est en première ligne. Alors après, il y a des patients qui ont la chance de rencontrer quelqu'un aidant, un médecin aidant, une infirmière aidante ou des gens dans des associations de patients, mais il ne faut pas hésiter de se faire aider. Hein. Ce que Clémence disait, par exemple, sur les dossiers MDPH, nous, médecins, ça change. Et, on est en moi, je train de n'ai pas te été refaire. formé à ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ce que c'était les documents à remplir pour la H. En effet, quand on ne sait pas, on dit épilepsie, et votre neurologue il va mettre épilepsie, il va dire il y a des crises. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut comprendre le vocabulaire, les termes de la MDPH pour évaluer un handicap. Donc, les informations à donner, c'est un handicap. Or, votre médecin, il n'est pas formé à ça la plupart du temps. Donc là aussi, les aides existent, mais avoir accès aux aides, c'est pas facile. J'ai vu dans les questions qu'il y a par exemple une question sur le tiers-temps supplémentaire. Le tiers-temps supplémentaire, c'est un droit à tout malade qui souffre d'une épilepsie. Si on vous dit ne donne pas ce droit-là, c'est tout à fait anormal. Et en effet, il y aura des barrières, c'est-à-dire parce que le lycée, le collège n'a pas envie de s'embêter à organiser une session spécifique pour organiser un tiers-temps supplémentaire. Et pareil en université, mais c'est tout à fait inadmissible. Ça, c'est interdit même par la loi. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un droit. Chaque malade épileptique, quelle que soit son épilepsie, a le droit au tiers-temps supplémentaire pour passer ses examens. Mais pour cela, il faut faire la demande. Il faut qu'il y ait un certificat médical. Il faut parfois remplir un PAI, pas toujours. Mais voilà. C'est pour donner un exemple, en fait. Que les moyens existent. Ouais. Nous avons plusieurs années de combat devant nous encore. J'avance sur les questions. Est-ce que tu peux repréciser, Philippe, ce qu'est exactement un centre expert? Parce qu'on a une question là-dessus. Un centre expert, c'est un centre spécialisé dans la prise en charge de l'épilepsie. En France, c'est relativement simple. Ce sont tous les centres qui ont une unité d'hospitalisation et une consultation spécialisée dans l'épilepsie. Ce n'est pas de la neurologie générale, ce sont des lits, ce sont des consultations qui sont spécialisées en épilepsie. Et on peut considérer que tous les centres hospitaliers universitaires, ou pratiquement tous, et un certain nombre de centres hospitaliers généraux, donc les CHG, pas tous là, par contre, ont des consultations ou des prises en charge spécialisées en épilepsie. Merci. Donc, on a des questions par rapport à un futur employeur. Comme je disais, on y reviendra. Enfin, on redonnera aux personnes qui ont posé ces questions tout ce qu'on avait pu faire sur épilepsie et travail. On a une question aussi sur l'EEG systématique. Quand une personne se présente aux urgences, on nous dit qu'il n'est malheureusement pas forcément fait d'EEG systématiquement. Ça revient à ce que tu disais sur la première crise. Je pense que c'est bien de revenir là-dessus. Encore une fois, c'est pour ça que nous avons mis en place et que dans les recommandations, il y a la consultation première crise. En effet, l'accès à l'EEG, il n'est pas fréquent aux urgences. Il faut être vraiment là, pour le coup, dans un centre spécialisé. Donc, si vous arrivez à Lille, pour prendre mon exemple, vous aurez un EEG, à condition que ce ne soit pas en pleine nuit. Mais de toute façon, l'EEG n'est pas un élément indispensable aux urgences. Ce qui est indispensable, c'est de faire l'EEG, en effet, à distance. Et donc ça, c'est dans les recommandations, c'est avec une consultation spécialisée de première crise dans le mois qui suit le passage aux urgences. Et on n'a pas besoin de prendre de traitement en attendant. Il n'y a pas d'urgence à traiter. D'accord, merci. Est-ce qu'il est prévu de former les psychiatres, nous demande-t-on? Alors, je vais retourner, je vais faire une réponse que vous allez trouver bizarre. Non, parce que ce ne sera pas possible. Il y a un vrai problème en psychiatrie actuellement et une grande inquiétude sur l'avenir de la psychiatrie qui est très déficitaire vu le nombre de malades qui doivent être pris en charge. Et du coup, et ça on a bien travaillé avec des collègues psychiatres là-dessus,
l'objectif, c'est de former les neurologues aux troubles psychiatriques de l'épilepsie. Et que, mis à part s'il y a vraiment un trouble psychiatrique, une maladie psychiatrique associée compliquée, et qui est donc là du ressort du psychiatre, trouve qu'un syndrome dépressif, le prendre en charge. Alors, il ne va pas mettre en place une psychothérapie, ça c'est sûr, que ça par contre, ça doit être dans le parcours psychiatrique, s'il y a un besoin de prise en charge de type psychothérapeutique, mais pour le plan déjà diagnostic d'un syndrome de dépression, de la possibilité de traiter ce syndrome anxieux ou ce syndrome dépressif, c'est du ressort du neurologue. Oui, parce que la question... On va s'attendre à ce qu'on arrive à former les psychiatres. Ce n'est pas possible. Parce que la question en fait partait du fait que la majorité des psychiatres ne savent pas forcément, en tout cas c'est ce que dit cette patiente, que la dépression peut être une comorbidité de l'épilepsie. Je ne sais pas si des informations sont prévues à ce sujet, notamment dans le cadre des recommandations d'ailleurs. Je trouve que ça a changé quand même. Les plus jeunes psychiatres connaissent mieux maintenant les troubles psychiatriques associés à l'épilepsie. Clémence, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet? Oui, on a une sensibilité sur cette situation-là, effectivement, sur les épilepsies avec une épilepsie pharmacorésistante ou troubles associés. On est bien d'accord qu'on différencie la psychiatrie de l'épilepsie, on parle de pathologie, mais l'épilepsie peut, elle, par la situation et les sphères touchées précédemment que j'ai citées, amener cette dépression ou une anxiété qui est souvent en lien avec l'épilepsie. Donc, pour rebondir sur ce que disait le professeur de Rambure, il est connu et c'est noté dans les recommandations du coup de l'HAS là, de 2020, des outils d'évaluation de l'anxiété et de la dépression spécifiques pour les personnes épileptiques. Il s'agit d'outils de mesure qui sont certifiés et reconnus et c'est noté sur une des recommandations qu'on a vues juste avant. J'ai oublié le chiffre, vous m'excuserez, mais voilà, c'est noté dans les recommandations juste avant qu'on a vu. On a d'autres questions qui arrivent. Est-ce qu'il est possible de qualifier une épilepsie sans électroencéphalogramme révélateur? Philippe, ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure sur repose la question. Comment? Repose la question. On a une question qui est est-ce qu'il est possible de qualifier une épilepsie sans qu'il y ait un électroencéphalogramme? Non, ce n'est pas possible. Nous avons répondu à la question. On nous indique aussi que l'Institut de la TEP est un centre expert, l'Institut de la TEP où est Clémence. On avait aussi des questions, alors du coup je reviens en arrière. Alors, on a des questions qui sont plus cliniques sur quelqu'un qui nous dit quand après 12 ans de traitement et la pose d'un implant, les crises généralisées ne passent pas et occasionnent des blessures, que faire? Philippe, j'imagine qu'on te pose la question aussi. On est dans le cas des épilepsies pas du tout contrôlées. C'est une épilepsie résistante au traitement. Il faut qu'il y ait un bilan dans un centre expert. D'accord. On a aussi une question sur les soignants qui ne connaissent... on nous dit le problème, c'est que souvent les soignants ne connaissent pas les crises partielles, mais seulement les crises tonico-cloniques généralisées. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes? Alors, tu n'étais pas encore avec nous quand j'avais abordé le fait que dans les constats, tu parlais de problèmes de validation de compétences aussi. Tu peux nous dire un mot sur ce sujet? C'est un sujet vaste, c'est un sujet de formation. Moi qui suis enseignant, la première chose que je dis quand j'enseigne l'épilepsie, c'est qu'en effet, la fameuse crise tonico-clonique généralisée, la crise Gormal, c'est 10% des crises. Et que 90% des crises, c'est un trouble qui est parfois très, très bizarre, une confusion, etc. Et qu'en effet, l'épilepsie, ce n'est pas les crises généralisées tonico-cloniques. L'épilepsie, dans 90% des cas, c'est des troubles qui sont plus complexes à analyser. Mais ça, c'est la formation des médecins, une formation des soignants qui fait qu'on continue. Il faut qu'on continue à l'enseigner et il faut qu'on informe aussi le grand public, tout le monde, de ce qu'est l'épilepsie. Que l'épilepsie, ce n'est pas seulement convulsé, loin de là.
Alors ça me permet la transition avec une autre question qui nous a été posée, à laquelle je vais répondre. On me dit, voilà, pourquoi l'épilepsie est une maladie qui reste inconnue, contrairement à l'asthme, le diabète, le sida, le cancer. Écoutez, c'est un combat que nous menons effectivement tous les jours, depuis 30 ans à la Fondation et depuis, je pense toujours. On a effectivement, hein, c'est un vrai sujet. On a fait des enquêtes d'image à ce sujet. On a vu qu'encore beaucoup de gens ignoraient que c'était une maladie neurologique, que beaucoup de préjugés perduraient. Donc, c'est pour ça qu'on essaie, avec nos faibles moyens, d'informer davantage, tous à notre niveau. Après, il est probable, c'est le constat que nous avions fait, que ce qui n'aide pas à la connaissance de l'épilepsie, c'est la pluralité aussi la pluralité des formes. C'est-à-dire que quand on est sur voilà, une seule forme de maladie mortelle, etc., c'est plus facile probablement de mobiliser que quand on est sur voilà, cette pluralité de formes d'épilepsie. C'est en tout cas la réponse que nous avait faite la CNAM quand on avait déclenché le groupe de travail parcours de soins, où voilà, nos interlocuteurs eux-mêmes nous avaient dit, mais finalement, on a découvert avec ce groupe de travail à quel point l'épilepsie était plurielle, à quel point il y avait beaucoup plus de patients concernés que ce qu'on pensait. Donc, probablement, ça fait partie ça fait partie des réponses, même si malheureusement, ce n'est pas la seule à cette question de la connaissance de la maladie. Et en tout cas, on œuvre tous les jours, hein, pour que pour que cette maladie soit mieux connue. On va prendre une dernière question. Je ne sais pas si Justine, toi, tu avais une autre question aussi à poser. Oui, moi, je veux revenir sur la personne qui a posé la question sur l'implant. J'ai aussi un stimulateur du nerf vague avec des traitements, et le stimulateur, malheureusement, sur certaines personnes, ça ne marche pas. Donc, c'est normal aussi que cette personne peut-être ne l'accepte pas. Et c'est aussi ça, c'est difficile mais on sait que ce n'est pas fait pour guérir, encore une fois, le stimulateur, cet implant. Merci Justine. Dernière question qui est pour toi Philippe. Donc on nous dit, je vais te lire la question. Professeur de Rambure, vous êtes spécialiste en imagerie. Aujourd'hui, on sent que la neurologie reste très soumise à l'EEG et à ses interprétations. Est-ce qu'il ne serait pas possible, avec les nouvelles techniques, de mieux cerner la propagation des charges et ainsi d'obtenir un meilleur parcours de soins? Voilà, est-ce qu'effectivement il y a des nouvelles techniques, possibilités qui arrivent ou pas? Alors, Ça nous projette dans l'avenir. Je vais répondre de façon très, très simple. L'électroencéphalogramme, s'il était bien réalisé partout, est largement suffisant pour comprendre une épilepsie. L'épilepsie, c'est une décharge électrique. Le seul outil, c'est d'enregistrer l'activité électrique, et ça, c'est l'objectif de l'électroencéphalogramme. Après, en effet, il y a des problèmes de sensibilité, spécificité, mais on a la chance d'avoir un examen facile, non invasif, peu coûteux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de neurologues qui le font, qui le pratiquent. Maintenant, il y a d'autres explorations qui existent, qui permettent de comprendre des choses dans des épilepsies compliquées et qui, en effet, utilisent l'imagerie. Mais, encore une fois, le seul examen qui permet de comprendre une activité épileptique, c'est l'électroencéphalogramme. Et puis, c'est aussi le neurologue, le médecin qui va analyser la clinique. Mais la seule exploration, c'est l'EEG. Il faut simplement que l'EEG soit pratiqué beaucoup plus et beaucoup mieux, parce qu'il y a un vrai problème de qualité dans la pratique de l'EEG. Justine, une dernière remarque, et puis après, je vais conclure. Oui, je voudrais juste poser une question au professeur de Rambure. J'aimerais savoir si, selon vous, c'est nécessaire pour toute personne épileptique de prendre ses traitements à la même heure. Alors, après, c'est toujours difficile de répondre de façon générale, mais ce que je dis quand les patients me posent la question là, c'est surtout ne soyez pas obnubilés par l'heure. Parce que la plupart des médicaments qu'on utilise maintenant sont des médicaments qui ont une longue durée d'action. Il y a même un certain nombre de médicaments où on vous dit de les prendre matin et soir, et finalement, on pourrait très bien le prendre que le soir, mais bon, on le fait pas souvent, mais bon, voilà, il faut le savoir. Je pense par exemple l'amictal à la motrigine, il faut le prendre matin et soir, on sait qu'on peut le prendre une fois par jour. Donc non, les médicaments utilisés actuellement n'ont pas, il n'y a aucun intérêt. Et moi, quand j'entends des patients qui mettent leur réveil à 7 heures du matin pour prendre leur traitement, je leur dis surtout arrêtez ça, il faut mieux dormir et bien dormir, et c'est pas grave du tout, même si vous êtes couché tard, que votre traitement soit pris tard. Voilà. Le point le plus important, ce n'est pas de ne pas l'oublier, le traitement. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. C'est qu'il y ait la dose dans le sang.
Oui, oui, qui est stable, voilà. Voilà, c'est ça. L'heure ne compte pas. Exactement. Bah, c'est ce que je fais, ça marche. Après, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, mais si j'attends, Oui. j'ai l'impression de faire plus de crises ou pas. Donc ça, c'est individuel. Mais globalement, sur le plan pharmacologique, non, il n'y a pas besoin de prendre à l'heure fixe. D'accord, bah, j'ai un deuxième avis. Bah, merci beaucoup. Clémence, une dernière remarque, et après il faut vraiment qu'on conclue. Ben voilà, je voulais juste conclure sur cette question-là, l'importante place de l'éducation thérapeutique dans tout ce qui vient d'être dit pour la place du patient, l'écoute de ses besoins et la réponse à des questions concrètes sur le Lamital, une prise, pas une prise, combien de temps je peux décaler la prise entre guillemets en connaissance de cause. Voilà, et du coup l'éducation thérapeutique se veut personnaliser. C'était ma petite conclusion. Tout à fait, l'éducation thérapeutique, ça sert à ça. Merci beaucoup. Donc, merci déjà de nous avoir suivis. Hein. Pour les questions auxquelles nous n'avons pas répondu et qui sont souvent des cas particuliers, on vous répondra, ne vous inquiétez pas. On vous donne donc rendez-vous en 2022 avec d'autres webinaires. Je pense qu'on en fera au moins 3. Et puis le retour de notre grand colloque annuel qui aura lieu en mars 2022 autour du Purple Day. On vous remercie beaucoup pour votre assiduité à ces webinaires et on essaiera de faire encore mieux et plus l'an prochain. Je vous rappelle donc que vous trouverez ce webinaire en replay alors pas là dans la seconde, mais il sera en replay à partir de demain sur notre site. Et puis, je vous rappelle aussi qu'on ne peut rien faire sans vous, donc pensez à soutenir la Fondation. Hein, c'est important, tout ce qu'on fait sur la recherche, sur l'information, sur le soutien ne peut se faire qu'avec votre soutien. Merci beaucoup et encore merci à nos intervenants. À bientôt à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.